comment identifier les dangers, comment les éviter liés à ce fameux dépassement des limites. Quelles sont les méthodes pour gérer son stress? On a invité 4 personnes à venir discuter aujourd'hui avec nous sur cette thématique. Malheureusement, l'une d'entre elles ne sera pas avec nous ce soir. Il nous a envoyé un mail tout à l'heure pour nous dire qu'il ne pourrait pas être avec nous. C'est Jonas Follonier qui travaille comme journaliste et éditorialiste pour Le Regard Libre et qui est correspondant au Palais fédéral pour le journal l'AGFI, et il nous a expliqué qu'il y avait une news d'importance qui était tombée ce matin et qu'il allait donc devoir travailler toute la journée. Il s'excuse, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Par contre, nous avons la chance d'avoir avec nous David Deyon, CEO et fondateur de Allogo Analysis SA, entrepreneur suisse, ancien cavalier professionnel, qui a été notamment en équipe suisse d'élite et qui est passionné par les nouvelles technologies et l'analyse des performances. Il a donc fondé Allogo Analysis en 2016. Merci de l'applaudir, David Deyon. À ses côtés aujourd'hui, et on est très heureux que vous soyez avec nous, car ça s'est joué à peu de choses, vous allez comprendre pourquoi. Giovanna Rotula, CEO et cofondatrice de TIE Talent. TIE Talent, c'est une start-up en mission pour révolutionner le recrutement dans le domaine de la tech et du digital. Sa passion, c'est donc l'innovation et avoir une compréhension approfondie des besoins du marché avec un système de matching intelligence qui a transformé le paysage du recrutement en Suisse, en Allemagne et en France. Merci d'accueillir Giovanna Rotula. Et puis notre dernière invitée, peut-être l'avez-vous vu sur les réseaux sociaux, ça serait très probable parce qu'il a beaucoup, mais alors beaucoup de followers, environ 400 000. Si je ne me trompe pas, ça a peut-être évolué depuis la dernière fois. Il s'appelle Noam Yaron, il est nageur de l'extrême et multi-entrepreneur, athlète d'ultra-endurance, engagé pour l'environnement et créateur de contenu suisse de 27 ans, passionné de communication. Il a créé sa chaîne YouTube en 2016. Il a aussi été l'égérie de Coca-Cola pour la Suisse. Et il a un bachelor et 2 brevets fédéraux en communication, marketing et relations publiques. Et il a fondé Noam Yaron Productions SARL en 2020. Merci de l'accueillir, Noam Yaron. Bonsoir. Alors moi, je vais m'asseoir aussi. Je vais aller là-bas au bout. Merci à vous déjà d'avoir accepté cette invitation. Des parcours très différents, des parcours très variés. Et pourtant, le dépassement des limites, vous savez tous ce que ça veut dire dans votre quotidien, dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle. Comment ça s'exprime? Et peut-être que je vais commencer par vous, Giovanna, parce que quand on a parlé de dépassement des limites, vous m'avez dit oui, bien sûr, c'est quelque chose que je connais, mais là, tout de suite, vous voyez, au niveau du dépassement des limites, il y a une partie complètement inconnue qui m'arrive, c'est l'arrivée d'un enfant incessamment sous peu. Alors, comment est-ce que vous allez gérer ça, Giovanna? C'est une bonne question. Je vais découvrir dans 1 semaine et demie. Du coup, ça va être intéressant. Mais je pense que ça va être plutôt... Et c'est aussi intéressant parce que mon cofondateur, on est 2 fondateurs en TIE Talent, et c'est aussi mon mari. Du coup, toutes les deux, on est bien impliqués dans l'entreprise. Mais je pense que ça va être vraiment côté organisation, côté priorisation, pardon. Mettre les priorités au bon endroit, donc. Exactement. Ouais. Et du coup, on se connaît très bien. On a une très bonne communication. Du coup, il faut aussi comprendre comment je vais rentrer au travail. Il faut comprendre quand une personne il y a une semaine qui est plus dure ou un jour, de comprendre, OK, je vais prendre côté personnel aujourd'hui et la personne il peut aider dans cette journée. Donc, je pense que je vais découvrir bientôt comment ça va passer. Mais j'ai confiance parce qu'on a une bonne communication et on est dans la même vision toutes les deux. Donc, on a les mêmes buts. Vous m'avez dit, quand on a préparé cette discussion, vous m'avez dit le fait de bien communiquer, évidemment, c'est central. Et puis, ce qui me rassure, c'est de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un, puisqu'on est 2. Alors, Noam, David, je ne crois pas que ce soit votre cas. Vous êtes tout seul à la tête de vos différentes entreprises, non? Oui, c'est juste, oui.
Ça dépend comment on peut le voir. Tout seul dans l'eau, oui. Bon, il y a une team tout autour, on exactement, le sait. Mais justement, comment est-ce que vous vivez? J'ai pas envie de dire solitude, parce qu'évidemment, c'est pas de la solitude et vous êtes accompagné et que sans ces équipes-là, vous ne pourriez rien faire. Donc, comment est-ce que vous vivez cette différence peut-être avec Giovanna qui évolue avec son mari? Vous avez des partenariats, mais comment ça se passe? Alors, pour faire un petit parallèle assez sympa, moi j'ai rencontré ma copine à la natation quand j'avais 8 ans. On est ensemble depuis 10 ans. Donc, je rejoins assez, on va dire, ce partenariat un peu de En vision. fait, vous, Noam, vous faites tout très très jeune. Hein. Peut-être, Oui, peut-être. oui, oui, J'essaye de faire les bons choix. Mais non, sinon, la partie qui est compliquée, je pense que c'est le début qui est vraiment solitaire. C'est difficile quand on commence jeune. J'ai monté mon entreprise à 20 ans. J'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai commencé mon entreprise en tant qu'entrepreneur un peu indépendant à côté de mes études. Donc, on connaît pas vraiment comment ça se passe, on fait beaucoup d'erreurs, on s'entoure pas vraiment toujours des bonnes personnes. Donc ça a été un apprentissage, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est une bonne équipe et que le partage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, d'où aussi l'envie de communiquer auprès de 500 000. On est 500 000. Ah, je vous avais dit. On est 500 000 sur l'ensemble. Pardon, j'étais un peu en retard. On est 500 000 sur l'ensemble. Donc là aussi, c'est assez fou de se dire qu'on communique auprès de millions de personnes, parce que les abonnés, c'est une chose, mais c'est vraiment les personnes qu'on touche qui sont importantes. Et c'est vrai qu'on peut être assez seul malgré les millions de personnes qui nous regardent, c'est sûr. David, vous me disiez, c'est sûr que l'entourage, c'est extrêmement important. Vous faisiez notamment référence à votre femme qui, à une certaine période, vous a permis de tirer la sonnette d'alarme en vous sentant pas très à l'aise. Oui, non, c'est juste, moi, ça fait aussi un moment que je suis avec ma femme, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et du coup, c'est clair que c'est une personne avec qui je peux me confier, et puis qui suit l'évolution de la société et puis de ce projet qu'on a commencé au tout début. Et c'est clair, comme je vous ai dit, quand je me suis lancé, on en a discuté ensemble. Donc c'était vraiment pas un choix qui se fait tout seul, mais un choix qui se fait en tout cas à deux au début. Et ensuite, c'est clair qu'on est, comme tu l'as dit, on s'entoure de personnes qui peuvent nous aider. Par rapport à la question, donc oui, comment on a une complémentarité, des fois elle me dit qu'elle me connaît mieux que moi-même. Il y a eu un moment où on va dire que la différence entre le travail et puis le personnel a potentiellement pris le dessus. Et, ouais. Je pense que ça, c'est vraiment un des points centraux qui revient constamment et régulièrement. C'est cette limite entre vie professionnelle et vie privée qui est souvent très, très floue et qui est assez difficile à manager. C'est quoi votre expérience, David, par rapport à ça ? C'est qu'au fait, on doit se donner à fond, comme on dit, à 200%. On a, voilà, surtout au début, mais après, on a l'impression que on croit que ça va aller, mais au final, ça s'amplifie. Après, on porte aussi le projet ou la création de la société personnellement, parce qu'on implique aussi son entourage, on implique sa réputation. Et puis du coup, c'est clair que je pensais toujours que c'est aussi quelque chose qu'on verrait arriver, mais au final, des fois, c'est quelque chose qui nous arrive dessus. Puis on a besoin de notre entourage justement pour faire la part des choses. Ouais, donc l'entourage est central. Giovanna, vous avez aussi cette expérience-là. Est-ce que, bien sûr, votre mari, il est partie prenante, il travaille avec vous au sein de l'entreprise, mais comment votre entourage fonctionne pour mettre ses garde-fous, pour vous protéger ? Alors, nous, on a un entourage entre les deux, mais on aussi fait partie, depuis le début, des Thai Talent. On a fait partie des Mass Challenge. On a connu David aussi à Mass Challenge en 2017, qu'on a commencé, Thai Talent. Et du coup, c'est un accélérateur de start-up et on est entouragé avec 75 autres start-up qui ont été dans la même étape, à peu près, c'est dans différents secteurs, différentes industries. Mais on avait les mêmes problèmes, les mêmes challenges. Et du coup, on avait toujours les mêmes tailles d'équipe, à peu près.
pouvez vraiment discuter avec d'autres personnes parce que peut-être on est complémentaires toutes les deux, mais parfois on est toutes les deux impliquées dans l'opérationnel et on ne voit pas toujours comment on sort. C'est quoi peut-être la bonne solution. Et d'être dans ce côté d'entourage des mentors, des différentes startups, en parlant avec différentes personnes, on arrive aussi de sortir de notre problème et de trouver peut-être d'autres solutions. Après Mass Challenge, quand ça finit, on a fait partie aussi des réseaux Entreprendre, qui c'est un réseau normalement au départ français, mais qui sont ouverts en Suisse. Et que c'est plutôt avec pas tellement start-up, ça peut être quelques start-up, mais c'est aussi petites entreprises. Il y a aussi avec des mentors qui sont déjà créés son start-up, ça fait 20, 35 ans. Et ça nous aidait, je pense aussi vraiment quand on pensait qu'on n'arrive pas, qu'on n'a pas de solution, d'être bien entouragés toutes les deux pour arriver à trouver la solution dans les problèmes qu'on a. Donc, je pense que c'est très, très important d'être pas, parce qu'il y a beaucoup de différentes associations, accélérateurs, etc. Il faut choisir les bons et après être quand même bien entouragé pour justement arriver de sortir et de trouver parfois les solutions qu'on n'a pas dans ce moment. Auquel on n'a pas pensé. Et en fait, vous me disiez, l'importance, au final, c'est de trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et ça, c'est un point qui est ressorti très, très fort, Noam, quand on a préparé cette interview. Vous me disiez, oui, pour travailler avec des entreprises, quand on fait de la communication marketing, on ne peut pas travailler avec une entreprise si on n'a pas des valeurs communes. Est-ce que c'est le nerf de la guerre? Oui, j'adore d'ailleurs comment tu m'as introduit comme environnement et tout de suite après, égérie de Coca-Cola. Très bonne. Comme quoi les deux sont possibles. Voilà, très bon parallèle. Alors pour on va dire l'anecdote, j'ai été découvert vraiment par le groupe Coca-Cola au tout début de ma carrière. Ça faisait 3 mois que je faisais des vidéos sur Internet et ils sont venus me chercher et ils m'ont dit voilà un nouveau produit. Fais une vidéo et on regarde ce qui se passe. Et cette vidéo, elle est devenue virale sur Facebook, donc c'est pour dire à quel point c'est vieux. Désolé pour ceux qui utilisent encore Facebook. Mais c'était en 2016, pour être plus précis, donc c'était il n'y a pas si loin que ça. Pour bientôt 10 ans. Voilà, quand même, le temps passe vite. Mais justement, ils m'ont signé pendant 3 ans et on a tout construit ensemble, j'ai tout appris avec eux. Et après 3 ans, on va dire, d'expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on m'incluait dans des discussions un peu plus stratégique, et j'étais encore une fois très jeune, et de découvrir en fait qu'est-ce qui se cachait derrière Coca-Cola et d'où vient la matière première, qu'est-ce qu'on enlève à certaines ressources qu'on puise dans des pays qui en ont vraiment besoin. Et c'est vraiment des points qui m'ont beaucoup touché. En 2020, j'ai décidé d'arrêter ce contrat. Pas une très bonne année, puisque 2020, tout s'est arrêté aussi en parallèle. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur vraiment l'aspect sportif, l'aspect passion, vu que je viens de la natation, et de lancer un défi en faveur de la nature en faisant le lac Léman en longueur en 2021. Évidemment, tout ça demande à construire une équipe qui est littéralement ma boussole pendant que je nage dans l'eau, qui va me nourrir, qui va décider si oui ou non je suis en capacité de continuer. Certaines personnes n'ont pas les mêmes billets de à quel point jusqu'où on peut aller pour se dire que c'est encore possible. Donc c'est évidemment, les valeurs communes, c'est quelque chose que j'ai de la peine à retrouver, surtout quand on est quelqu'un de très 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 ambitieux, avec des domaines qui sont inatteignables, surtout dans le domaine de la natation ou autre, de la performance. Donc c'est pas toujours évident, c'est sûr. Et vous me disiez aussi, les limites, finalement, en tout cas c'est votre vision, ce sont celles qu'on se met soi-même. Complètement. Pour vous dire, j'ai commencé par le lac Léman, il fait à peu près 80 km quand même. On pensait faire 24 heures pour le traverser. Les conditions étaient affreuses, c'était juste en bas d'ailleurs, c'était drôle de voir le château de Chillon qui était mon point de départ. Et en fait, on a eu une tempête, on a dû abandonner un bateau, ça a été affreux. On s'est même dit, est-ce que c'est vraiment bon de continuer? Et en fait, moi j'étais très très bien. Et j'ai réussi à profiter de ces conditions qui n'étaient pas du tout favorables pour aller au bout de ce défi. Et on a perdu, évidemment, vu que c'était le bateau suiveur, le GPS, donc on ne savait pas du tout où on en était. Oui. Et j'ai fait 19h53. Donc on a explosé le record de l'Espagnol qui l'avait avant moi, qui est tenu pendant des dizaines d'années, et de près de 3 heures, c'est pas rien sur la distance. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que j'ai jamais été le meilleur dans mon sport, dans mon domaine, mais que en allant là où les gens ne vont pas forcément, en se dépassant
dans des cas où les gens se disent mais en fait c'est impossible, bah, en fait ça devient possible. Et étape par étape, on s'attaque maintenant au record du monde de la plus longue nage en combinaison dans la Méditerranée que j'espère réussir en 2025. L'année prochaine, c'est exactement. ça. Giovanna, David, votre réaction par rapport à cette quote, cette phrase qui dit finalement ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Est-ce que vous avez la sensation que ces limites, vous vous les fixez vous-même? Que tout est possible? Elles sont où les limites? En gros, c'est ça la question. Tu veux commencer? Non, moi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. On dit souvent, des fois quand on regarde en arrière, qu'on était peut-être un petit peu fou de s'être lancé dans cette aventure. Donc, sur le moment, nous, on se rend pas forcément compte de tout ça parce qu'on a toujours un petit peu la vision vers l'avenir, le futur, ou ce qu'on pourrait faire de mieux aussi. Mais par moments, ça fait aussi du bien de tout d'un coup se poser, puis de regarder un petit peu derrière et puis de voir ce qui a été accompli. Donc c'est clair que je trouve aussi qu'on est plus motivé quand on a des objectifs presque, je dirais pas farfelus, mais en tout cas presque irréalistes. Voilà, presque irréalistes. Ouais. Et ensuite, c'est clair que dès qu'on y arrive, on est satisfait, puis après on regarde le prochain objectif. Pardon, Giovanna. Oui, totalement d'accord aussi, parce que quand on a commencé, on n'avait rien. Du coup, on a commencé de zéro et après, c'était étape par étape. Mais si je pensais qu'on serait là aujourd'hui avec 26 employés, 8 ans après, je n'aurais pas pensé. Mais quand je regarde maintenant tous les débuts, je ne sais pas si je recommencerai. Non, mais non, c'est un très beau trajet. Mais quand je vois, on a commencé toutes les deux. Au départ, on était dans une petite chambre chez la mère, en fait. Et là-bas, on a commencé. C'est nous qui avons créé la première plateforme. On n'avait même pas un développeur. Et du coup, petit à petit, à chaque fois qu'il avait un challenge, on a travaillé au-dessous. Et après, on est arrivé. Et après, on prend. Quand on gagne quelque chose, il faut les prendre. Parce qu'on parle de la montagne russe. Quand c'est bas, c'est vraiment bas. On commence à se questionner tous les modèles, pourquoi on a fait ça, etc. Mais quand on réussit, il faut vraiment les prendre pour nous-mêmes. Parce que c'est cette motivation qui nous donne pour continuer. Et après, quand on arrive, on n'a jamais pensé qu'on sera là. Du coup, totalement. Ouais, vous me parliez de cet équilibre de montagne russe, finalement, où quand on est en haut, on se dit « Ah, mais je comprends pourquoi je travaille toutes ces heures ». Et puis quand on est tout en bas, à contrario, eh bien, on a envie de tout arrêter, on a envie de tout plaquer. Est-ce que, finalement, on peut trouver un équilibre entre ces deux extrémités? C'est une bonne question. Non, mais totalement. Je pense que chaque année, on arrive à différents challenges. Et du coup, chaque année, on arrive à un set bas, on va dire. Mais comme je disais, je pense que c'est vraiment qu'on réussit dans un moment où on passe un challenge, que vraiment, il faut les prendre comme un succès. Et cette motivation des pourquoi, on a parlé avant des pourquoi, des why, et on revient à ce début des questions, pourquoi on a commencé tout début. Et c'est cette vision qui nous arrive d'équilibrer cette balance entre les bas et les hauts. David, je vous voyais acquiescer. Vous avez cette même vision, cet équilibre, il est possible, ce bonheur privé couplé au bonheur professionnel? Oui, je voulais juste ajouter par rapport au challenge où c'est quelque chose moi qui me motive vraiment. Alors après, c'est peut-être aussi le côté sportif qui revient quand on a des fois des échecs ou quand j'avais des parcours qui étaient peut-être un peu moins bien, où on essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui s'est passé. J'avais aussi eu un exemple il n'y a pas longtemps où on devait trouver 100 chevaux en Amérique, mais des chevaux assez spécifiques, on va dire, de 2 ans dans les courses. Au fait, nous, on n'est pas à la base dans les courses, mais on est en train d'y rentrer. Donc on peut dire qu'on ne connaît pas hyper bien ce marché. Et en fait, j'ai dû les trouver en moins d'1 mois, sans aller sur place. Donc
Donc après, voilà, c'est clair que sur le moment, quand j'ai appris que j'avais même pas 30 jours pour y arriver... Ah oui, c'était rock'n'roll. Puis j'étais encore une semaine en vacances. Puis du coup, au fait, on y est arrivé, et puis on a réussi à avoir aussi ce contrat là, avec l'Amérique. Mais justement, sur le moment, voilà, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mes connaissances, et puis j'ai pas arrêté. Ouais, et après, une fois qu'on y arrive, on est quand même satisfait. Et puis je trouve que c'est justement un peu ces challenges qui nous boostent, au fait. C'est là-dessus que je voulais rebondir. Vous me disiez, quand on a préparé cette discussion, je vous disais, mais comment vous faites? Mais vous me disiez, oui, mais finalement, on n'a pas le choix, donc on trouve les solutions. C'est ça, donc c'était par rapport à la vidéo de Sam Altman de OpenAI qui répondait à une question, mais comment est-ce qu'un CEO, un fondateur fait pour gérer les burn-out? Et puis il disait, vous avancez au fait, donc vous continuez d'avancer, et puis à la fin, c'est vrai qu'on doit trouver des solutions, et on fait en sorte de trouver des solutions, alors avec l'aide d'entourage bien sûr. Puis c'est là où on revient à ce qu'on disait au départ, on a vraiment besoin d'être bien entouré dans ces moments-là. Noam, l'état d'esprit du sportif avec l'état d'esprit de l'entrepreneur, ça se couple bien? Je pense que oui. On peut rebondir sur un des points que j'ai trouvé assez intéressant, la partie de l'échec, parce qu'on peut le dire. Cet été, on a dû interrompre ma tentative de record du monde entre Calvi, la Corse, jusqu'à Monaco. J'ai quand même tenu 103 km. Ce qui fait qu'on n'est que 3 dans le monde à avoir réussi une telle distance. Célébrer ses succès, on Exactement. a dit, Mais quand on m'a fait sortir de l'eau, parce que je n'ai pas eu le choix, c'était une question de météo et de dérive et qui nous aurait fait passer 5 jours, 5 nuits dans l'eau sans sortir de l'eau. Et donc, en restant dans l'eau, dormant dans l'eau, en mangeant dans l'eau. Et donc, j'ai dû écouter mon équipe et sortir. Et moi, mon premier réflexe en tant que chef de tout ce projet, qui coûte plusieurs centaines de milliers de francs quand même à mettre en place, je me suis dit, comment est-ce que les gens vont percevoir ça? Comment est-ce que les médias, surtout français, parce qu'un petit Suisse qui dit qu'il va tenter de battre un record dans les eaux françaises, s'il se rate, c'est une belle occasion de lui taper dessus. Et ça a été vraiment le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, mais comment on va survivre à ça? Et en fait, ça a été tout l'inverse. La France a été la première à nous mettre en avant, à mettre exploit, 103 km, de même pas parler du fait que j'étais sorti de l'eau. Et la Suisse, ça a été tout l'inverse. C'est drôle, hein? Nul n'est prophète en son pays. On la connaît bien. Premier titre qu'on a de la RTS, c'est abandon, déclare forfait, jette l'éponge, fin de l'aventure. Et c'est fou de voir le biais cognitif qu'il y a, et que je pensais que pour le coup, les Français étaient un peu plus durs, surtout quand c'est un Suisse qui vient, et pas du tout. Mais Biljana nous l'a bien expliqué C'est tout à l'heure, culturel. c'est la perception aussi Exactement. qu'on va avoir d'une même situation. Et pour finir cette mini-parenthèse, ça a été le projet du coup qui a été évidemment le plus vu, alors que c'est celui et le seul que j'ai pas réussi. Et c'est assez fou quand même. Alors c'est là-dessus qu'on va terminer, parce que les filles là-bas, elles me font signe. Et je pense que ça fait 10 minutes qu'elles me font signe. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci. Merci.